Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de parler franchement de musculation. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis le début de ce podcast, qu'on interviewe des médecins, des nutritionnistes, des psychologues, des auteurs, tout le monde autour de la longévité nous parle en permanence de musculation et de ses bienfaits pour bien vieillir. Alors, eh bien, je vous propose un cours de musculation avec the one and only Thomas Tapti, qui est pour moi la bible de la musculation sur la place parisienne. Thomas est coach sportif depuis plus de 15 ans. Il est aussi formateur de nouveaux coachs sportifs. Il a créé un studio à Paris dans le 15e arrondissement et il est aussi co-auteur du podcast Intuitive Training. Le b.a.-ba de la musculation, c'est sur Long Live et c'est tout de suite dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Thomas. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir me parler. Alors déjà pour te présenter, donc tu es coach sportif depuis pas mal de temps, parce que je te connais depuis un bout de temps. Depuis 15 ans. Ouais, bon, c'est 15 ans. Ça ne nous rajeunit pas. C'est ça ne rajeunit pas. Donc tu es coach sportif, tu as ta salle à Paris, ça s'appelle K-Gym. Exactement. Tu es aussi à la tête d'une formation de coach sportif dans Paris. Exactement. Et tu es un des co-auteurs du podcast Intuitive Training. Tout parfait, sans faute. Et surtout, je t'ai invité parce que pour moi, sur la place parisienne, je pense que tu es une des personnes qui s'y connaît le mieux en musculation. C'est gentil. Voilà, ben je le pense et je pense que c'est vrai. Et ce qu'on se disait avec David avant que tu arrives, c'est que depuis presque 2 ans qu'on tient ce podcast, qu'on parle à des médecins, des diététiciens, des spécialistes des hormones féminines, des philosophes, tout le monde nous parle de la musculation comme étant le facteur numéro 1 de la longévité. Donc c'est pour ça que je t'ai appelé, pour nous donner un cours de la muscu. Ok, bah déjà ça tombe bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et déjà, en termes de sémantique, je pense, de vocabulaire, quelle est la différence, s'il y en a une, entre renforcement musculaire et musculation ? Alors Lucie, c'est très intéressant parce que tu as utilisé le terme sémantique et pour moi c'est majoritairement de la sémantique, c'est-à-dire que c'est 2 façons différentes de parler de la même chose. La petite différence qu'on pourrait peut-être à la limite noter, c'est que lorsqu'on va parler de musculation, de par le terme, on va mettre davantage l'emphase et davantage l'accent sur l'utilisation quand même de la charge et de charges lourdes, d'accord ? Et lorsqu'on a le terme renfort musculaire, dans la tête des gens, même si c'est très similaire, on sera plutôt sur du travail de petites charges ou alors des répétitions un petit peu plus longues. Donc ça, c'est l'idée qu'on s'en fait. Par contre, concrètement, dans les faits, l'objectif des 2, c'est soit de développer sa masse musculaire, soit d'augmenter sa force. Donc en fait, on parle de la même chose, mais le mot pourra être utilisé de manière interchangeable en fonction de la personne à qui on évoque la chose ou du public à qui on s'adresse. Ok, donc en gros c'est la même chose, juste 2 mots de vocabulaire différents, quoi. Quand vous faites du renfort, vous faites de la muscu sans le savoir. Un qui fait peur et un qui fait peut-être un peu moins. Et alors pourquoi est-ce que ça fait peur en fait ? Pourquoi est-ce que on a peur de la muscu ? Par exemple, moi quand j'en parle, c'est vrai que mon public c'est majoritairement des femmes qui ont plus ou moins l'âge que moi, le même âge que moi, donc forcément au fil des années, de plus en plus peur d'ailleurs de faire de la musculation, peur de se blesser. Pourquoi est-ce que ça fait si peur en fait de faire de la muscu ? Déjà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut voir que le terme musculation, lorsque tu le déploies en anglais, tu utilises plutôt du part de strength training ou entraînement de la force en général. Donc déjà, ça fait un peu moins peur. En musculation, le terme qu'on a utilisé en français, c'est vraiment parler du fait de se muscler, d'accord ? Et on met vachement l'emphase là-dessus. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'amalgame du coup qui est fait avec le sport de la musculation, le sport du bodybuilding, ou du body en général, et aussi du culturisme en français, et tous les sports annexes qui sont la force athlétique, d'accord, ou même l'haltérophilie. Et quand on pense à la musculation, chez monsieur et madame tout le monde, on a tout de suite en tête ces sports-là, ces activités-là, où les personnes vont soit avoir des corps un peu disproportionnés, qui ont tendance à plaire ou pas plaire en général. Bon, je pense qu'on est content de faire peur ou pas, d'accord. Et l'utilisation de charges très lourdes, ou en tout cas des efforts qui font un peu peur, tu vois. Et je pense que c'est, dans un premier temps, ce terme-là qui va être assimilé, et l'amalgame qu'on en fait avec des sports bien spécifiques, qui font qu'on se dit,
Ok, bah non, mais moi j'ai pas envie de ressembler à ça, ou j'ai pas envie d'être dans ce type de configuration ou faire ce type d'effort. Et ça, c'est la première chose, je pense, qui effraie. Et je pense qu'il faut essayer, c'est notre rôle, nous, en tant que coach, de tout de suite déjà casser en fait ce mythe. Mais du coup, tu fais quoi, toi, par exemple, dans ton studio? Est-ce que tu dis aux gens, on fait pas de la musculation, mais on développe la force, par exemple, on s'entraîne à de la force? Est-ce que tu utilises plutôt ce genre de Moi, je vais vocabulaire? utiliser plutôt ces termes-là, développement de la masse musculaire, développement de la force, développement de l'explosivité, par exemple. Donc, je vais utiliser finalement des mots un petit peu plus clairs et simples et qui peuvent aussi parler aux gens parce que les gens veulent se dire à un moment donné, ah oui, effectivement, moi, ça peut peut-être m'intéresser d'être un petit peu plus musclé. Alors, souvent, on va utiliser le terme aussi galbé, donc c'est aussi un espèce d'euphémisme. Tu vois, tout ça, c'est des euphémismes pour parler de la même chose, pour casser un peu la barrière, pour en faire un peu moins peur aux personnes et les amener dans notre univers. D'accord ? Nous, on sait très bien et on sait très clairement qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce qui va en devenir lorsqu'on va commencer à soulever des charges. On en connaît aussi les bienfaits, on en a parlé avec plein d'experts déjà. Mais du coup, il faut, je pense, déjà avoir un discours assez pédagogique au départ, essayer vraiment de désacraliser le mot musculation, de faire comprendre notamment un public féminin, c'est aussi clair pour un certain public masculin, qu'avant de devenir un Arnold Schwarzenegger, moi, ça fait des années que j'essaie de devenir comme un Arnold Schwarzenegger, j'ai encore de la route. Non, mais ça, arrêtons-nous sur ça 2 minutes. Parce qu'en gros, pour devenir ultra bodybuildé, moi, ma théorie, c'est qu'il faut au moins 10 ans. Ouais, facile. Après, avec énormément de régularité et une alimentation qui va avec, mais ça prend 10 ans pour construire un corps de Golgoth. Moi, je considère que tu en as à peu près un, malgré tout, même si toi, tu n'es pas satisfait, on n'est jamais content de ce qu'on a. Loin de là, mais bon. Non, mais... Et j'en parlais il y a quelques années avec Amadou Diaye, qui a fait des vidéos avec moi là, pendant le confinement. Lui, pareil, il a commencé vers 17-18 ans à faire du Muay Thai. Il était assez sec. Et il m'a dit qu'il a vraiment mis 10 ans à développer un corps vraiment très imposant pour ses combats. Alors au-delà, c'est bien que tu parles de 10 années. Effectivement, ça prend un certain temps. Et en plus, un certain temps avec la volonté unique d'atteindre cette masse musculaire. C'est-à-dire de faire les sacrifices en termes d'entraînement, de faire les sacrifices en termes de lifestyle ou d'hygiène de vie et les sacrifices en termes de nutrition pour y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre son énergie là-dedans et se focaliser là-dedans. Donc, tu te doutes bien qu'une personne qui va venir à la salle de musculation faire 2 à 3 séances par semaine en complément d'une autre activité ou même en étant la seule activité, ça va, il y a peu de risques. Elle arrivera certainement à des résultats qui sont très convenables et qui vont lui plaire plus qu'autre chose en fait. Et ça, je pense que c'est quand même bien de le dire. Et notamment pour certains parents qui nous écoutent, qui commencent à avoir des adolescents qui veulent se mettre à la musculation et développer, surtout vers 16-17 ans, des corps très puissants comme ça, avec vraiment des dessins de muscles visibles, leur expliquer que peu importe ce qu'ils font, ça prendra une dizaine d'années et c'est pas la peine de se gaver de max de compléments alimentaires ou quoi, parce que ça prend très longtemps pour le corps de développer ce genre de muscles. Ouais, et en fait, je pense qu'il faut aussi davantage du coup se focaliser sur les bénéfices et les points positifs de justement faire du renforcement musculaire ou de la musculation, qui sont notamment des points très importants lorsque notre objectif, c'est d'être en bonne santé longtemps. Pour revenir à mes questions, donc la musculation, le renforcement musculaire, c'est la même chose. On parle peut-être plutôt de développement de la force, mais alors quand on est une personne qui aime bien faire du sport, qui va à la salle, mais qui fait plutôt genre, je sais pas moi, du body pump ou bien du body sculpt, voilà, avec des haltères de 3 à 5 kilos, comment est-ce qu'on se met à développer de la force? Comment est-ce qu'on y arrive alors qu'on ne s'y connaît pas vraiment? Alors déjà, il faut essayer d'expliquer quels sont les différents éléments qui nous permettent d'être plus forts. D'accord ? Il y a différents facteurs et différents mécanismes qui vont nous aider à être plus forts. On a parlé de la masse musculaire, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un facteur. Effectivement, si j'augmente ma masse musculaire, j'augmente ma force ou en tout cas mon potentiel de force. D'accord ? Il va y avoir aussi des optimisations et des améliorations au niveau neuromusculaire. D'accord ? Donc entre la connexion que ton cerveau va avoir avec tes différents muscles, il va y avoir tout un tas de processus d'optimisation qui vont faire que ça va te permettre de soulever plus de charges ou en tout cas d'être plus fort. D'accord ? Et il va y avoir aussi une optimisation et une répétition du geste technique et une amélioration de la technique qui va faire que tu vas aussi être plus fort. D'accord ? Donc ça, c'est un peu des facteurs de base qui font que à partir du moment où je vais à la fois développer de la masse musculaire, à partir du moment où je vais stimuler le système nerveux, d'accord ? Et en plus le faire avec des mouvements plus ou moins spécifiques de manière répétée, l'ensemble de ces différents éléments vont me permettre d'être plus fort. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Donc du coup, on comprend bien que la force est
strictement égal pour la plupart des gens à soulever des charges lourdes. Soulever des charges lourdes, c'est un élément qui va nous permettre d'être plus fort, mais c'est un élément parmi tant d'autres. D'accord ? Donc, c'est pas que soulever des charges lourdes. C'est-à-dire que ça va être quoi aussi faire des mouvements un tout petit peu différents pour avoir un nouveau chemin neuromusculaire. Est-ce que ça va être des vitesses de mouvement ? Alors, il va y avoir tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va vouloir faire, c'est de rendre le mouvement le plus efficient possible et aussi de déterminer si notre objectif de force, il est spécifique ou pas. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut que tu détermines, ok, moi, est-ce que j'ai envie d'être fort pour un domaine spécifique, c'est-à-dire de la course, du kayak, de l'escalade, ou est-ce que j'ai envie d'être force de manière générale, d'accord ? Dans les deux cas, il va y avoir des approches qui sont similaires, mais il va y avoir des petites différences. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser des mouvements de base, d'accord, comme des squats, comme des tirages, comme des poussées, et on va vouloir progressivement utiliser des exercices qui se rapprochent ou pas de la discipline ou de l'activité qu'on fait dans ces domaines-là, squat, poussées, etc. Et on va vouloir progressivement les surcharger pour pouvoir avoir une adaptation qui fait qu'on va être de plus en plus fort. Ok, donc par exemple, prenons quelqu'un qui court. C'est beaucoup de personnes qui me suivent, mais aussi vraiment en général, une activité cardio que beaucoup de gens font pour santé, maigrir. Donc, quelqu'un qui veut courir 10 km, pour se mettre à gagner de la force, pour aider à la course à pied, comment est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'il faut commencer malgré tout par des 5 kg, 10 kg, ou est-ce qu'on peut tout de suite aller sur des grosses charges type 40, 50 ? Alors, l'idée, c'est que je t'ai dit, la force, c'est une concomitance de plusieurs choses, d'accord ? Donc, on avait l'aspect développement de la masse musculaire, on avait l'aspect travail nerveux, donc qui est plutôt stimulé par soit des charges lourdes, soit du déplacement de charges rapidement, d'accord ? Okay. Et le dernier point, c'était la technique, qui est liée finalement à la répétition de l'exercice. En gros, ce qu'il va savoir, c'est que le chemin va être à peu près le même pour tout le monde. C'est-à-dire que le chemin, c'est qu'avant de commencer à travailler avec des charges lourdes, il va falloir préparer la structure. Préparer la structure, c'est quoi ? C'est préparer les tendons, préparer les ligaments, préparer la structure au niveau articulaire, d'accord ? Et préparer aussi la structure musculaire. Donc cela, ça va passer par l'utilisation de charges modérées avec un petit peu plus de répétitions. Donc on ne va pas tout de suite commencer par des charges très lourdes avec des répétitions très courtes, d'accord ? Et l'idée, c'est de progressivement préparer la structure à subir une charge, à faire comprendre au corps qu'on va progressivement augmenter les charges. Et au fur et à mesure, on va passer avec des charges un petit peu plus lourdes, d'accord ? Donc, et en utilisation non plus de charges de 3, 4, 5 kg, des petites haltères roses, comme tu disais. Il va falloir aller chercher des haltères un petit peu plus lourdes. Forcément, on va être amené à diminuer le nombre de reps, d'accord ? Et l'idéal, si on veut quelque chose de complet, c'est en parallèle également d'utiliser, si tu veux, des charges plus légères, mais avec des vitesses de contraction plus rapides. D'accord ? Donc, il va aussi utiliser une autre partie du système et de la stimulation nerveuse. Donc, ça prend combien de temps ? Par exemple, si j'ai jamais fait trop de renfo et que je joue souvent au tennis, et je sais que finalement, il faut que j'améliore mes genoux, ma force dans mes cuisses pour pouvoir mieux jouer au tennis, être meilleur sur mes appuis, par exemple, ou pour courir, par exemple. L'adaptation, progressivement pour commencer à augmenter les charges, ça prend combien de temps ? Alors, c'est très compliqué de te répondre de manière excessivement précise parce qu'il y a tout un tas de contextes qu'il faut avoir et comme tu as plein d'auditeurs qui vont venir regarder ça, je veux aussi faire très attention dans ce que je dis. Okay. Mais idéalement, on va avoir une phase de préparation, d'accord ? Imaginons que tu es quelqu'un qui débute, qui n'a jamais fait de musculation, d'accord ? Qui a fait que du travail spécifique dans un sport. En fonction du sport que tu fais, si ton sport est plus un sport de force ou autre, ça va être un peu plus rapide ou pas. Mais on va admettre que tu n'en as jamais fait, d'accord ? Donc tu vas commencer par une phase qui peut durer, on va dire, de 4 à 6 semaines de préparation, préparatoire, où l'accent va être davantage mis sur le fait de déplacer de la charge avec un petit peu plus de volume, donc un peu plus de reps, d'accord ? Mais une charge qui va être modérée. D'accord, donc là on est sur des squats à 5 kilos. Voilà, alors 5 kilos, là tu me parles d'un kilo, on va parler de pourcentage, okay. mais on est sur des squats qui vont... Alors, c'est compliqué aussi de parler de pourcentage lorsqu'on n'a pas testé son max, mais admettons que tu n'aies jamais fait de force. On va utiliser des charges qui, par rapport à ton poids de corps, vont être à peu près entre 30, on va dire, et 20% de ton poids de corps. D'accord, maximum. Tu fais 60 kilos, ça fait 18 kilos max. Voilà, c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà énorme. Non, mais attends, là, tu me parles de quelqu'un qui fait 60 kilos, faire des squats à 12 ou 18 kilos, donc 20-30%. La majorité des gens ne font pas ça. La majorité des gens font des squats plutôt à
4 kilos, 5 kilos mais max. ils font des coups 20, 30, 40, 50 reps. C'est ça le problème. Oui. D'accord ? C'est qu'en fait, ils vont faire beaucoup de reps. Et à un moment donné, dans ce volume de reps, il va y avoir un peu des reps qu'on appelle poubelles. Tu vois. Après, l'idée, c'est... Des reps poubelles. Ouais, des reps poubelles. Alors, c'est un terme assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ne pas confondre le développement de sa force et le développement de sa masse musculaire et l'endurance musculaire. D'accord ? Son endurance musculaire, c'est un aspect qui est intéressant aussi, qui peut être un aspect préparatoire, on va dire, au travail de force et au travail de développement de la masse musculaire, mais qui n'est pas du tout complémentaire. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut faire attention que lorsqu'on va vouloir démarrer un travail où on va utiliser de la charge suffisamment lourde, d'accord ? On va vouloir, dans un premier temps, alors je t'ai dit 20-30% comme ça, mais ça peut être un petit peu moins. En fait, c'est juste que c'est compliqué quand tu me dis, voilà, je vais faire des squats. Non, mais je trouve que déjà même 20% de poids de corps, ça paraît pas énorme, enfin, en pourcentage, mais quand tu le transphases en vrai poids, pour quelqu'un qui fait 60 kg, 12 kg en squat, je pense que l'immense majorité des gens ne le font pas. Ouais. Ou en ont peur tout de suite. Voilà, Ils en se fait, disent c'est ça. pas pour démarrer. Ça, ce sera dans 5-6 mois quand j'aurai déjà progressé. En fait, le truc, c'est que effectivement que c'est important au départ de démarrer avec la maîtrise de son propre poids de corps, d'accord ? Mais la stimulation à vide, mais la stimulation sur du moyen long terme du travail à ton propre poids de corps est extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, tu vas travailler davantage ta résistance, davantage ton endurance musculaire, mais tu vas avoir que très peu d'impact sur les facteurs qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire je veux développer ma masse musculaire, je veux développer ma force, je veux développer ma puissance par exemple ou mon explosivité. Et souvent je pense que la plupart des gens, et on pourra donner des pistes un peu plus précises, mais tout de suite se disent que ah ouais, si je vais prendre une haltère qui est un petit peu plus lourde, bah, je vais devenir énorme ou je vais me blesser. D'accord ? Donc c'est les deux termes qu'on va avoir. D'accord ? Maintenant, devenir énorme, on en a parlé tout à l'heure, ça va te prendre des années. Et en plus, même pas 10 ans avec 5 kilos, 10 ans avec plutôt 30, 40, 50, 60 kilos, d'accord, voire même plus. Donc ça, on le met de côté. Maintenant, le côté qui peut rassurer, où là on va devoir rassurer les gens, c'est je vais me blesser, d'accord, ok, très bien. Donc au départ, c'est quoi ? L'idéal, bien évidemment, c'est de se faire encadrer si on n'est pas connaisseur, d'accord. Donc c'est pour ça qu'au départ, quand on va en salle de musculation, qu'on ne sait pas quoi faire, c'est de se faire encadrer, soit par une personne physique qui peut te donner des conseils, qui peut te corriger ta posture, d'accord, soit par de la programmation ou du suivi à distance avec quelqu'un qui peut à distance te corriger. Donc ça, c'est une première chose. Forcément, je prêche pour la paroisse, d'accord, on est tous les deux coachs, voilà. Mais au-delà de ça, imaginons que tu as quand même envie de te prendre en charge solo, il faut juste avoir une adaptation qui est progressive. Et une adaptation progressive, si tu as peur, c'est que dans un premier temps, tu vas essayer de faire un mouvement qui est le plus correct possible par rapport à ce que tu as pu voir comme vidéo ou par rapport au ressenti. Tu vas vouloir dans un premier temps favoriser l'amplitude de mouvement avant de mettre de la charge. Une fois que tu as acquis une certaine amplitude de mouvement avec une technique qui est correcte, sur un nombre de répétitions qui va situer entre 10 et 20 répétitions, d'accord. Si tu fais parfaitement pendant 10 et 20 répétitions. Parfaitement, c'est difficile parce que souvent, sinon on est la police sans ressentir de douleur. Ouais. Sans ressentir de gêne, sans ressentir de douleur. Tu as totalement compris. C'est-à-dire, progressivement, tu vas vouloir stimuler une augmentation de l'amplitude. À partir du moment où, à poids de corps, c'est-à-dire à vide, tu as une amplitude qui est correcte, avec un mouvement qui est correct, tu vas pouvoir commencer à charger. D'accord ? Et de là, tu vas peut-être au départ devoir réduire un petit peu ton amplitude. Moi, c'est ce que je fais un peu avec mes clients, c'est que quand je commence à charger, comme j'ai tendance à voir que lorsqu'on est sur des amplitudes importantes, il y a une perte de contrôle moteur, d'accord ? Et pour éviter cette perte de contrôle moteur, je vais soit utiliser des outils qui vont me permettre d'être plus stable, et c'est là où, même si je ne suis pas fan de prime abord des machines, les machines peuvent être intéressantes pour ce côté un petit peu sécuritaire, parce que souvent on fait la police de c'est pas bon les machines, d'accord ? Ça dépend. Ou alors utiliser des mouvements qui vont me permettre en fait d'avoir le moins de mouvements parasites et d'être le plus stable ou le plus dans l'axe possible. D'accord ? Mouvement très basique, très simple. Et c'est pour ça qu'au départ, on va développer sa force avec des mouvements très basiques, très simples qu'on est capable de contrôler. Ça, c'est ça qui est très important. On ne va pas venir surcharger et charger des mouvements très dynamiques, très explosifs ou avec de la complexité, par exemple. Et donc ça, tu me dis donc 5-6 semaines déjà à 20% de son poids de corps. Tu peux faire même moins. Là, je t'ai donné un chiffre comme ça parce que j'aime bien moi. Mais on va dire, allez, à partir du moment où tu as passé le feu vert de 2-3 semaines où tu fais du poids de corps et autres, en vrai, moi, je charge assez rapidement mes adhérents, sauf que j'utilise des variations de mouvement ou des outils qui vont me permettre de charger en toute sécurité, en respectant l'intégrité physique.
d'accord, et en respectant aussi les limitations de la personne. Parce que l'idée, c'est de voir qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre ton côté gauche, ton côté droite, que tu bouges plutôt moins bien. Parce que c'est plus ça qui va faire que sur du long terme, avec la charge lourde, je risque de me blesser. C'est si j'ai des compensations musculaires ou si j'ai des déséquilibres musculaires, ils vont venir se prononcer et s'accentuer au fur et à mesure si je ne les règle pas en amont. Ouais. Et donc après, pour reprendre notre exemple de la coureuse de 10 km ou semi-marathon par exemple, qui veut donc se mettre à faire de la force pour pouvoir courir mieux, moins se blesser, là, donc au bout de 6 semaines, on commence à charger donc beaucoup plus. Et là, on est à quoi, 40, 50% de poids de corps? L'idée, c'est que si on prend le même exemple qu'on vient de dire, on va venir. Alors, on ne va pas passer de 6 semaines à 20% tout de suite à 6 semaines ou un cycle suivant, on va mettre 50%. Ça ne va pas faire x2, d'accord? Mais on va faire ce qu'on appelle au départ une phase qu'on appelle d'accumulation. Donc, le but, c'est de cumuler un petit peu de volume de travail avec une certaine charge. Et ensuite, on va venir intensifier ce travail-là. On parle de phase d'intensification. Et dans ces phases d'intensification, à ce moment-là, on va augmenter nettement ou pas selon comment on est préparé la charge. Par contre, on va venir diminuer le volume, d'accord? Et on va venir privilégier plutôt l'intensité de l'effort. Plus lourd, moins de répétitions. Plus lourd, moins de répétitions. Ok. Et donc là, finalement, quand je t'écoute, assez vite, au bout de 4-5 mois, on est à 50% de son poids de corps. Donc, soit pour quelqu'un qui fait 60 kg, des squats ou des fentes à 30 kg. Ouais. Je vais te donner ce qui paraît énorme. Ce qui paraît énorme. Maintenant, je vais te donner une anecdote qui est très intéressante. Donc là, tu me dis, voilà, aujourd'hui, on travaille à 50% de son poids de corps avec 3, 4, 5, 6 répétitions, par exemple. Ça me paraît énorme. C'est dangereux, je risque de me blesser. Ok, tu as beaucoup plus de risque de te blesser en faisant un squat jump à vide si tu ne t'es pas préparé au niveau de la structure. Aujourd'hui, quand tu fais un squat jump à vide, au moment où tu ratterris au sol juste avec ton poids de corps, tu prends à peu près 1,5 fois ton poids de corps. Donc, dans plein de cours, on voit plein de personnes faire des mouvements très dynamiques comme des burpees, comme des squat jumps, qui ont plus de risques de blessure que des mouvements simples dans l'axe et contrôlés. Et pour en revenir à l'exemple du squat jump, parce que ce n'est pas anodin pourquoi je l'ai pris, moi par exemple, quand je fais des systèmes de prérequis, un des prérequis avant de faire des squat jump avec une personne, c'est d'être capable de faire 3 à peu près séries de 6 à 8 répétitions avec 40 à 50% de ton poids de corps. Ça, c'est mon prérequis pour préserver la structure et protéger la structure pour lorsque je fais mon quad jump et que j'arrive sur ma phase excentrique, que je suis capable de décélérer. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre du dynamique et du mouvement. C'est comme si tu avais une Lamborghini qui va très très vite, mais que tu n'as pas de frein. Quand on fait faire du travail explosif à poids de corps avec les gens, comme on pense dans notre tête qu'on n'est que à poids de corps, on dit ça va. Sauf qu'en fait, il y a de l'accélération après derrière. Tout à fait. Donc ça nécessite de la préparation. Comme pour finalement courir ou le tennis, où tu as des mouvements comme ça d'accélération et de freinage très rapide, ou quand tu cours par exemple en trail, tu descends des escaliers rapidement, c'est hyper intense sur ta structure cheville, genou, hanche. Et si tu fais jamais de renfort, en fait, t'as pas forcément ce qu'il te faut, quoi. Et donc du coup là, on vient comprendre que souvent, il faut qu'en parallèle d'un entraînement de type trail, de type run ou toute autre activité, aussi simple qu'elle puisse paraître, ça nécessite une préparation de votre structure pour éviter les blessures. Parce que comme ces mouvements ont l'air simples, ont des intensités pas élevées, on va pouvoir en faire un gros volume. Et aujourd'hui, un gros volume de course ou de descente d'escalier ou même de run tout simple, sur une structure non préparée, on arrive à des blessures. Et d'ailleurs, est-ce que tu trouves que les gens sont éduqués à ça ? C'est vrai que les kinés en parlent quand même de plus en plus. Finalement, maintenant, les plateaux de kiné, c'est des plateaux de muscu. Ça a quand même énormément changé ces 5-10 dernières années. Est-ce que les gens le savent ou sont encore un peu dubitatifs sur ça ? Je pense qu'il y a des changements qui s'effectuent, ça c'est sûr et certain. Par contre, je pense qu'on est encore trop dans le fameux renforcement musculaire avec des outils qui sont des résistances élastiques ou du travail à poids de corps ou du travail avec des haltères faibles et qui sont en vrai en deçà des stimulations nécessaires pour préparer correctement la structure. Et donc alors, on a ça, donc ce cycle comme ça, donc on est à 50% de poids de corps. Après, est-ce qu'on continue d'augmenter vraiment pour aller chercher de la force et la force max ? Alors la force max, moi je ne pense pas que tout le monde devrait aller la chercher. D'accord. Par contre, on devrait tous se rapprocher d'efforts au moins à 85% de notre max. D'accord. Donc là, ça correspond à peu près à 6 à 5 répétitions lourdes. On pourrait monter jusqu'à 3 répétitions lourdes. Donc, c'est-à-dire 5-6 répétitions où vraiment la 5e, 6e, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Échec. Exactement. Par contre, faire du max ou du supramax, c'est-à-dire utiliser du 1RM. Donc 1RM, c'est une répétition maximale
ou utiliser du travail en isométrie supramaximale ou en excentrique supramaximale. Donc ça, c'est d'utiliser la retenue d'une charge ou le maintien d'une charge avec des charges beaucoup plus lourdes que ce que tu es capable de déplacer. Je pense que ça, c'est un certain pourcentage de la population et c'est pas monsieur et madame tout le monde. D'accord ? Après, il peut y avoir des cas où ça peut être intéressant, on pourra en reparler peut-être si on a le temps. Mais globalement, en tout cas, un travail en force, d'accord, c'est-à-dire autour de 85%, tout le monde en privilégierait. Ouais, ça serait intéressant pour tout le monde. 85% du max. Donc par exemple pour moi je connais même plus mon max. Tu connais plus ton max, c'est mais à peu près poids de corps. Ouais, quand alors, on ne le fait pas, c'est le poids de corps à peu près. C'est pour ça que moi je parle souvent du poids de corps, même si c'est... Alors il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la force relative et la force absolue. Okay, la force absolue, c'est de manière absolue, indépendamment de ton poids de corps, c'est quoi la charge que je déplace. Et la force relative, c'est en rapport avec mon poids de corps. Moi aujourd'hui, j'ai plus tendance à parler de ça. Tout simplement pourquoi ? Parce que la structure que tu vas déplacer, okay, ou que tu vas amener à bouger, c'est ton propre poids de corps, d'accord ? Donc dans une logique. Oui, sauf si tu veux tirer des camions pour devenir l'homme le plus fort du monde, mais sinon en général. Donc, dans une logique de santé-performance, on va dire, la force relative est un élément qu'on va davantage regarder. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout faire de force absolue ou de travail supérieur à mon poids de corps, loin de là. Mais moi, je vais toujours relativiser, entre guillemets, la charge que je suis capable de déplacer par rapport à mon poids de corps. Elle peut être supérieure à mon poids de corps, hein, d'accord ? Ça peut être 120%, 130%, 140% de mon poids de corps. Mais je vais la relativiser par rapport à mon poids de corps. Donc, si je te suis, pour le commun des mortels, en gros, au moins 5-6 semaines par an, faire un cycle de force max relative, c'est-à-dire des répétitions à poids de corps sur... voire même plus que poids de corps. Ou un peu plus que le poids de corps. Poids de corps, si jamais tu es encore en bas de l'échelle, d'accord, et voire plus de poids de corps au fur et à mesure des années, l'idéal, c'est de déplacer plus. Et du coup, voilà, au moins 5-6 semaines par an, faire un cycle de force comme ça, où il faut faire des squats. Donc, par exemple, moi, je fais 68 kilos. À faire des squats à 68 kilos, des soulevés de terre certainement un petit peu plus, 70-80, des fentes à 60 kilos. Alors, tu as deux façons de le voir. Soit tu le vois de façon cyclique, c'est-à-dire effectivement que tu vas allouer un certain nombre de temps dans l'année, un certain nombre de semaines dans l'année pour vraiment travailler des efforts un peu, entre guillemets, maximaux, c'est-à-dire proches de ton max, d'accord ? Soit le faire un peu tout le temps. Soit avoir une planification qu'on appelle plutôt ondulatoire, okay, qui permet un peu de répartir l'intensité de l'effort, de minimiser aussi l'impact au niveau du système nerveux, versus un gros bloc pendant 6 semaines. Okay. Et à ce moment-là, avoir peut-être toutes les semaines ou tous les 10-12 jours, okay, une séance où tu vas, sur un mouvement de haut du corps et un mouvement de bas du corps, essayer d'aller chercher un peu de charge lourde. Okay. D'accord ? Et un peu de charge lourde ne veut pas dire un RM, attention encore. Ça veut dire peut-être 4, 5, 6 répétitions lourdes. L'objectif, c'est qu'il y ait une surcharge progressive au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des années, en fait. Et là, comment être sûr de ne pas se blesser, c'est être sûr de la technique de son mouvement. Dans un premier temps, effectivement. Mais en fait, est-ce qu'on se blesse vraiment ? En fait, c'est ma question, c'est est-ce qu'on se blesse vraiment en faisant de la muscu ? Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Après, c'est ma vision des choses. C'est jamais vraiment sur un mouvement de muscu, sur un squat que tu te fais super mal. En fait, en muscu, tu vas te blesser davantage pour le commun des mortels, hein, je dis. C'est-à-dire que la plupart des gens qui soulèvent des charges lourdes ou ceux qui soulèvent des charges lourdes peuvent se blesser sur justement un mouvement. Mais la plupart des gens qui se blessent en musculation se blessent à la répétition. Et en fait, ce qui est très intéressant... Parce qu'ils en font trop, en fait. À la 25e rep... Soit ils en font mal, d'accord ? Ils en font trop mal. Ils en font trop mal aussi. C'est pas mal ça aussi. Trop et mal. Et mal, d'accord ? Aujourd'hui, quand je te demande de faire 5-6 répétitions et que je te demande de te focaliser là-dessus, ok ? Eh ben, tu vas mettre suffisamment d'énergie pour essayer de les faire du mieux possible. Je suis d'accord, et souvent, quand tu cherches beaucoup, tu es beaucoup mieux placé. Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Sinon, de toute façon, ton dos, il est enroulé, tu peux même pas tenir. Tu as une intention déjà qui est complètement différente. Tu ne vas pas genre en mode, ok, bon, je vais soulever cet haltère-là. Okay. Et du coup, cette intention, déjà, du coup, elle a un impact. Et du coup, effectivement, tu vas d'autant plus faire attention à ton placement, ta posture, etc., que faire 70-90 squats à poids de corps. Tout à fait. Ouais. Forcément, tu vas avoir une dégradation, évidemment. Oui, et un ras-le-bol est moins concentré. Tout à fait. Juste avant, tu as parlé tu as utilisé une expression hyper intéressante de santé-performance. C'est rigolo parce que souvent, c'est un peu antinomique. Soit on est dans le sport santé, soit on est dans le sport performance. Généralement, performance égale abuser de son corps. Et c'est quoi ça, santé-performance ? Alors, c'est vrai que souvent, dans les termes qu'on utilise, on aime bien être clivant. C'est-à-dire qu'on aime bien opposer la performance à la santé. D'accord ? Alors, effectivement, que la performance ultime va venir s'opposer à la santé ultime, si on veut. Par contre, ce que j'appelle moi la performance santé ou la santé-performance, c'est d'avoir un minimum de standard de force ou d'explosivité ou de masse musculaire, si tu veux,
pour pouvoir préserver ta santé, notamment sur du long terme. D'accord. Et ce minima, bon, je pourrais donner des exemples, mais par exemple, on sait aujourd'hui, c'est un exemple très concret, ce que j'appelle un fun fact un peu, c'est qu'aujourd'hui, la force de préhension, donc ta force que tu as dans ton poigne, dans ton grip, est extrêmement corrélée à ta santé cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'on a remarqué que des personnes qui avaient une bonne force de grip avaient des risques cardiovasculaires beaucoup plus faibles que ceux qui avaient une faible force de préhension. Et donc toi, tu as entendu, c'était Peter Attia, je crois, qui dit que pour une femme, par exemple, il faut qu'elle puisse porter pendant 1 minute en farmer carry à peu près 75% de son poids de corps Exactement. En 2 mains. En 2 mains. Donc c'est des standards que tu peux utiliser. Il y a plusieurs standards. Il y a des standards aussi même être capable de se suspendre. Alors, bien évidemment que la suspension va aussi à un seul bras à 2 bras. D'accord. Moi, je pense que combien de temps? 30 secondes. 30 secondes. Ouais, 30 à 45 secondes. Mais c'est des minima. Là, je t'ai parlé de minima, je te parle pas de minima de santé. C'est-à-dire que pour moi, en dessous de ça, forcément, il y a peut-être probablement des impacts ou des risques en termes de santé. D'accord, très bien. Il y a quoi d'autre, par exemple? Ça, c'est intéressant. La force de préhension, on sait qu'aujourd'hui, tu as des espèces de petits outils. Ouvrir un pot de confiture. Alors, pas ouvrir un pot de confiture, mais tu as des outils qui peuvent mesurer justement ta force de préhension, ton grip, des espèces de dynamomètres, tu vois, que tu serres et tout. Tu en as des mécaniques, tu en as des électriques. Et aujourd'hui, alors, je n'ai pas exactement tous les chiffres en tête, mais je crois que pour une femme, tu vas avoir des chiffres selon femme et homme et selon moins de 50 ans, plus de 50 ans. Mais on va venir rechercher un minima de à peu près 35 à 40 kg de force de préhension dans une main pour une femme. D'accord. Donc ça se mesure avec la petite machine. Et pour un homme, on va venir chercher des forces de préhension autour de 50-60 kg. D'accord. Donc ça, c'est des minima qu'on recherche, d'accord, pour de la bonne santé. Ouais, donc c'est loin de le côté juste petit haltère rose de 5 kilos, quoi. Exactement. Et on pourra en reparler parce que je pense qu'on va arriver aussi sur la vieillesse et le vieillissement. Mais aujourd'hui, passer, je ne sais pas si tu as entendu parler, peut-être avec certains experts, ils ont parlé ici de la sarcopénie. D'accord. Donc c'est une dégénérescence qui a lieu de toute façon en vieillissant au niveau de la masse musculaire. On perd du muscle en vieillissant, quoi qu'il arrive. Et en plus, il se remplace par du gras. C'est le seul moment où en fait, ces deux entités sont interchangeables. C'est-à-dire qu'on dit souvent, on ne peut pas remplacer du muscle par du gras. C'est vrai qu'on ne remplace pas du muscle par du gras. Mais la sarcopénie, on va avoir une perte, une fonte de masse musculaire et une augmentation de masse grasse. Elle se remplace par de la masse grasse. D'accord. C'est une dégénérescence, c'est le vieillissement des cellules. C'est parce qu'en fait, en vieillissant, alors il y a plusieurs choses qui sont responsables de ça, mais une des principales raisons, c'est que la synthèse des protéines se fait de moins en moins bien en vieillissant. Et donc, du coup, comme la synthèse des protéines se fait de moins en moins bien, on a une dégénérescence au niveau de nos fibres musculaires, au niveau de notre muscle. On fabrique de moins en moins bien ses propres protéines quand on augmente en âge. Exactement. Et ce processus de sarcopénie, il démarre, attention, à 30 ans. Donc, il démarre à 30 ans, d'accord. Il est très faible, parce qu'on a à peu près une perte de 3 à 8% tous les 10 ans, entre 30 et 50 ans, d'accord. Mais à 50 ans, il s'accélère, et on a une perte de 1% tous les ans. À 60 ans, il s'accélère encore. D'accord. Donc, et ça, si on pratique la muscu, ça ne se fait pas ou ça se fait même malgré tout et c'est moins pire? C'est comme si tu achetais quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi, je pars avec un capital qui est plus élevé que la moyenne, même si je vais venir taper dans mon capital, et ben en fait, je serai toujours au-dessus. Ok, donc là, tu es en train de nous foutre le seum à tout le monde à 40 ans qui n'a pas fait beaucoup de muscu et qui n'a pas beaucoup de masse musculaire. Non, parce qu'on peut quand même ralentir ce processus. On peut ralentir. À tout âge. À tout âge, on peut le ralentir, ce processus. Par contre, effectivement, que l'objectif de base, c'est de se dire, notamment si je parle à des jeunes, ou des personnes qui ont moins de 50 ans, n'attendez pas, commencez dès maintenant. Ceux qui ont plus de 50 ans, commencez aussi. D'accord. Tout le monde devrait faire des musculations. Et en gros, on se construit son capital muscle avant la quarantaine. Voilà, exactement. Alors, on se le construit. C'est juste que plus tu commences tôt, plus tu peux aussi, parce qu'on a vu que ça mettait du temps de construire de la masse musculaire. Donc, plus tu commences tôt, plus tu peux avoir de la masse musculaire. Et donc, du coup, tu vas arriver à un âge où le phénomène est plus rapide et plus accéléré, avec un capital plus important. D'accord. Par contre, aujourd'hui, ce phénomène peut être nettement ralenti si tu es à 50 ans et que tu n'as jamais fait de musculation. Parce que si tu arrives à 50 ans et que tu n'as jamais fait de musculation, même si ce phénomène il est accéléré, comme tu es vierge de la musculation, le fait d'en faire tout de suite, ça va avoir un impact positif. Et tu vas pouvoir faire reculer même ce principe-là. Hyper intéressant ça. Et toi, qu'est-ce que tu vois dans ta pratique? Est-ce que tu vois vraiment... Est-ce que tu as beaucoup de personnes âgées, entre guillemets, plus de 50, 60 ans qui viennent te voir ou pas? Et si oui, qu'est-ce que tu vois dans ta pratique en expérimental? Alors, un des adhérents les plus vieux que j'ai, il a 80 et quelques années, d'accord. Il s'est toujours entraîné. Il s'est toujours entraîné. Il s'est toujours entraîné, d'accord. Il a toujours suivi du coaching. J'ai des personnes, par contre, actuellement, là, qui ont 75 ans tous les deux, d'accord, mais qui sont mis vraiment à s'entraîner
en renforcement ou en musculation que très tardivement. Et je vois une vraie différence sur leur quotidien, déjà, dans un premier temps. Au-delà de l'aspect esthétique, au-delà de l'aspect physique, vraiment au quotidien. La force qu'ils ont gagnée, leur permet de moins subir la vie et leur permet de faire des activités du quotidien avec beaucoup plus d'aisance. Tout à l'heure, on parlait de la masse musculaire, mais on peut aussi faire la même chose sur la force, d'accord ? C'est-à-dire que la force, aujourd'hui, ta déperdition de force, elle est à peu près de 2 à 3%, donc beaucoup plus que ta masse musculaire passé 50 ans, d'accord ? Et ton explosivité, c'est 5 à 8%, donc encore plus que la force. Donc on perd du muscle, on perd de la force et de l'explosivité. Ouais, parce qu'en fait, la plupart des fibres qui sont atteintes par ce processus de sarcopénie, c'est les fibres rapides, d'accord ? Ok. Puis en plus, souvent quand tu vieillis, tu te sédentarises parce que tu es moins stimulé par les activités que quand tu es plus jeune. Et tu te crois fragile aussi. Tu te crois Par fragile. exemple, tu crois que tu vas te blesser en sautant, donc tu sautes pas, donc c'est pire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est juste qu'il faut de la préparation, c'est tout. Et que finalement, la préparation qu'on va avoir chez un public âgé et un public jeune, elle est la même. Elle sera peut-être un petit peu plus longue et les processus préparatoires sont peut-être un peu plus longs chez un public âgé. Par contre, c'est les mêmes processus. C'est que je veux développer de la masse musculaire. Grâce à cette masse musculaire, c'est ma structure pour pouvoir développer de la force. Une fois que j'ai développé de la force, c'est ma structure et ma fondation pour rajouter de la vitesse ou de l'explosivité. Ok. J'ai une question concernant les courbatures. Parce que souvent, l'entraînement à la force ou à l'explosivité donne énormément de courbatures. Et donc, c'est vrai que beaucoup de personnes qui aiment courir, jouer au tennis, même nager, vont pas forcément trop faire de muscu parce que ça leur donne beaucoup de courbatures pour leurs entraînements derrière. Ils se sentent lourds, moins bons. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là ? Alors, le terme courbature, déjà, pour que tout le monde comprenne ce terme-là, le terme un peu plus scientifique qu'on utilise, c'est des douleurs musculaires différées. Donc, en fait, c'est les douleurs musculaires que tu vas avoir suite à la pratique d'un entraînement. C'est normal puisque le corps s'adapte, tu crées des micro-déchirures, tu crées des micro-lésions, d'accord ? Et tu vas venir aussi créer des inflammations. Donc, ce processus d'inflammation, ce processus de lésion au niveau de ton corps, va amener une réaction en chaîne et va provoquer des douleurs et des courbatures. Aujourd'hui, si tu as beaucoup de courbatures, ça peut être dû à plusieurs facteurs, d'accord ? Mais peut-être qu'une courbature qui va durer très longtemps et qui va persévérer est signe qu'au départ, tu as commencé trop fort, d'accord ? Soit avec trop de volume, soit avec trop de charge. Donc à ce moment-là, ça peut être un signe indicateur de diminuer un petit peu l'intensité, d'accord ? Et que moins lourd, moins de reps, d'accord ? Pour préserver la structure. Par contre, c'est quand même aussi normal d'avoir ces courbatures-là. Il faut juste qu'elles ne soient pas invalidantes et impactantes trop longtemps dans ton cycle. Pour plusieurs raisons, parce que raison numéro 1, c'est qu'à un moment donné, tu vas faire plus détruire que construire, d'accord ? Il faut qu'il y ait un équilibre entre le stress que tu induis et la récupération suite à ce stress-là. Okay. Et après, moi, ma question et la réponse que j'aurais pour certaines personnes, c'est que lorsque j'ai des courbatures, à partir du moment où elles ne sont pas trop importantes, la meilleure chose, c'est de continuer à bouger, de continuer à faire son activité, mais de juste réduire l'intensité à laquelle on fait son activité. Ça va venir justement accélérer le processus de guérison, accélérer le processus de réduction des courbatures, d'accord ? On peut aussi, et c'est même recommandé, d'avoir une alimentation riche en protéines, une alimentation riche en glucides, d'accord ? Pour pouvoir justement aussi améliorer ta récupération, d'accord ? On peut aussi parler un peu des électrolytes, même si c'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est tout simplement avoir un apport en minéraux et en vitamines nécessaires aussi pour pouvoir justement venir soutenir et préserver le corps au niveau de ses courbatures, en tout cas accélérer le processus de guérison. Mais c'est vrai que souvent, quand on a beaucoup de courbatures, on a tendance à rien faire, mais ça résout pas le problème. C'est juste qu'en fait, ça nous permet de récupérer et de laisser passer. Des fois, c'est mieux de quand même faire du active recovery ou de la récupération active, comme je te l'ai dit, et de faire bouger tout simplement le sang pour accélérer ce processus. Donc après, c'est à doser finalement l'intensité du renfort muscu par rapport à tes besoins dans ton sport. Il y a deux choses. Si à un moment donné, tu vois que de par le travail de musculation, tu as trop de courbatures qui viennent impacter ton quotidien ou même tes autres entraînements annexes, c'est-à-dire ta natation, ton run, etc., et bien à ce moment-là, juste de revoir un petit peu à la baisse l'intensité de l'effort, d'accord ? Le volume, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, d'accord ? Donc le nombre de reps ou la charge. Tu peux aussi tout simplement te dire, ok, là c'est peut-être parce que j'ai pas eu suffisamment de sommeil, une alimentation suffisamment équilibrée, etc. Donc de jouer aussi sur ces facteurs. L'hydratation, on parlait d'électrolytes, de toute façon c'est l'hydratation. Et tu peux aussi en parallèle de ça te dire, ok, bon là j'ai eu des grosses courbatures sur cette séance-là, viens on va essayer quand même d'aller faire ma séance de natation, ma séance de course, d'accord ? Par contre, je vais être beaucoup plus light. D'accord. L'idéal, c'est d'utiliser plutôt des efforts autoportés, comme justement la natation ou le vélo,
d'accord ? Parce que l'intensité au niveau de la masse musculaire est beaucoup moins importante que de commencer à aller courir, etc. Et en général, tu remplaces à ce moment-là ta séance de run par une séance de course, par une séance de vélo, ou par une séance sur un rameur ou de natation, d'accord ? Donc l'idée, c'est d'avoir quand même une stimulation musculaire, de réduire l'intensité de la stimulation musculaire et de faire circuler le sang. On va en parler juste après de l'alimentation. J'ai encore quelques questions, le temps passe et c'est passionnant. Donc, comment est-ce que on peut utiliser bien la force qu'on développe avec cette musculation pour améliorer son sport? Parce que souvent, en fait, c'est un peu décorrélé finalement. Tu fais des fentes, des squats, des pompes, mais vraiment, comment est-ce que concrètement ça t'aide à vraiment soit mieux nager ou mieux jouer au tennis ou ton escalade ou ta course? Comment est-ce qu'on ressent ça? Est-ce que c'est dans le ressenti soi-même ou est-ce que vraiment on doit adapter les mouvements? Alors, globalement, tu as deux façons de le voir. Si tu es une personne qui n'a pas pour envie d'être un sportif de très haut niveau, un peu monsieur, madame, tout le monde, mais qui aime bien, qui est un sportif, qui aime bien faire des activités autres que la musculation et qui veut juste utiliser la musculation comme un outil, d'accord ? Le travail vraiment avec les bases suffira largement pour avoir le transfert qu'on veut, c'est-à-dire le transfert du travail en salle avec son activité. Donc par exemple, c'est quoi les bases? C'est squat, fente, soulevé de terre, des fentes. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait, on pourra faire carrément un autre truc, mais l'idée, c'est d'avoir les schémas fondamentaux de base, donc tout ce qui va être tirage, poussée du haut du corps, travail unilatéral de jambes, travail de squat, travail de soulevé de terre, ce qu'on appelle du hinge, donc le pivot de la hanche, donc plutôt des deadlifts, d'accord ? Et d'essayer d'avoir un exercice au moins dans chacune de ces familles et de développer de la force, du développement de masse musculaire au sein de ces différents exercices. Okay. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup d'exercices. En vrai, 6, 7, 8 exercices suffisent largement pour faire un programme, d'accord ? Okay. Tu n'as pas besoin d'aller chercher 1000 exercices. Le mieux, c'est même d'avoir peu d'exercices, d'augmenter la surcharge progressive sur ces exercices-là. Parce que pareil, on l'a vu que si à chaque fois je mets des nouveaux exercices, le problème, c'est que je vais devoir avoir une phase d'apprentissage, je vais devoir m'y faire, donc je vais finalement un petit peu perdre du temps à chaque fois, alors que si j'ai l'exercice de base, ça va être simple, je vais pouvoir les progresser, et donc du coup la force que je vais acquérir, je vais pouvoir la transférer à partir du moment où je continue mon activité physique. Donc finalement, peu importe les mouvements peu importe le sport que tu fasses, ce que tu me dis, c'est que les mouvements de base de renforcement musculaire, musculation, entraînement de la force, vont, quoi qu'il arrive, t'aider dans ton sport. L'idée, c'est de prendre un patron moteur dans chaque dominante, comme je t'ai dit. Okay. L'exercice peut être un peu différent. L'exercice, alors moi, j'utilise des outils différents en fonction des exercices par rapport aux besoins de la personne, par rapport à son niveau, etc. Mais on n'est pas tous obligés de faire un back squat. C'est ça qu'il faut faire. On n'est pas obligé de faire un squat avec la barre sur le dos. On n'est pas tous obligés de faire un deadlift comme ça. Par contre, on va faire des variantes de ces mouvements-là. L'idée, c'est qu'à partir du moment où j'ai trouvé une variante qui me permet de faire le mouvement correctement, par rapport à mes leviers, par rapport à ma morphologie, par rapport aussi à ce que j'aime faire aussi. S'il y a un exercice que j'aime plus qu'un autre, il faut favoriser plutôt ça. C'est très important pour l'implication de la personne dans son programme. Et je vais juste venir surcharger ces exercices-là pendant un certain temps. D'accord ? Le transfert va se faire de toute façon. D'accord ? On n'a pas besoin de faire tout un tas d'exercices de transfert pour pouvoir avoir le transfert. Et donc le transfert, c'est quoi ? C'est tu te sens plus léger, tu te sens... Tu es mieux sur tes appuis. Si on prend l'exemple par exemple du run ou du tennis, tu es mieux sur tes appuis. Ok ? Tu es capable de générer davantage de force, forcément, puisque tu as davantage de force. Tu es capable d'être plus explosif. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ça va avoir... Tu cours plus haut. Et tu aussi, parce qu'il y a le côté, souvent, on voit de performance et de puissance, mais il y a un aspect aussi protecteur à la musculation. C'est-à-dire protéger la structure, préparer la structure, comme on a dit. Et cet aspect protecteur, il fait que, du coup, la répétition des mouvements que je fais de run, la répétition des mouvements que je fais de tennis, mon corps et ma masse musculaire est d'autant plus préservée. Après, idéalement, effectivement, qu'on va vouloir se rapprocher le plus possible des orientations de mouvement et des axes qu'on va retrouver dans notre sport. Mais ça, c'est vraiment lorsque on va chercher vraiment un niveau au-dessus, à très haut niveau et autres. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas la peine de se prendre la tête vraiment et de complexifier ce qui peut être très simple. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que donc moi, je suis dans l'entraînement en ligne. Ok, donc je fais des vidéos de renfo, énormément. Et en fait, c'est vrai que en ligne, les gens veulent toujours de la nouveauté. C'est-à-dire qu'il faut que la vidéo soit nouvelle, des nouveaux mouvements. Ah, ils sont trop cool tes nouveaux mouvements, mais où est-ce que tu vas aller chercher ? Je me creuse la tête, je vais chercher des idées pour aller trouver des variantes. Mais c'est vrai que finalement, en fait, on n'a pas autant besoin que ça de tout le temps changer de mouvement, de trouver des nouvelles façons. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit toujours des mouvements extraordinaires, un squat avec une espèce de barre comme ci, comme ça, un peu penché, un truc qui pend de l'autre côté. On n'est pas obligé de faire ça, en fait. Je trouve que finalement, tous ces phénomènes un peu de mode,
Ça fait liker, mais c'est pas forcément intéressant. Ça, c'est le problème que nous, on a aussi dans nos programmes. C'est pour ça que moi, par exemple, dans les programmes, ce que je fais en général, c'est que j'ai des mouvements de base que je ne change pas. Je change juste le format du mouvement, c'est-à-dire le nombre de reps, l'intensité. Des fois, j'interverse ces mouvements, donc ça fait un peu de variété. Et j'ai des petits finishers que je fais. Toi, tu dois en faire aussi des petits challenges à la fin, où là, je vais mettre des mouvements nouveaux. Mais en vrai, c'est plus pour la plupart des gens, pour vraiment leur permettre de vider le cerveau, s'amuser, etc. Par contre, l'amusement et l'exploration, c'est important. Moi, j'invite les gens à explorer des nouveaux mouvements, à tester des nouveaux mouvements. Mais par contre, lorsque mon but, c'est de développer quelque chose qui est de la force, eh ben, il faut rester sur les basiques. C'est intéressant ça. Est-ce qu'on peut parler de la musculation pour les enfants ? Parce que, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de vieillissement et des personnes âgées, on a compris que c'était intéressant. Mais pour les enfants, c'est aussi un sujet, notamment dans des entraînements comme en athlétisme, natation, tennis, le judo. Les enfants commencent assez tôt maintenant à être stimulés à la musculation. Beaucoup de parents sont très réfractaires, problèmes de croissance, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en sais ? Si ton enfant doit être grand, il sera grand. D'accord ? Une des principes ou une des capacités du muscle, c'est la plasticité et c'est l'élasticité. Donc le muscle va venir de toute façon s'adapter au fur et à mesure que les os grandissent. D'accord ? C'est pas parce que tu fais de la musculation que ton muscle il va se raidir que tu vas être grand. Souvent l'idée qu'on prend, c'est qu'on dit mais regarde, si elle fait de la gym, elle va être petite et tout. Non, en fait, si elle est petite, c'est pas parce qu'elle fait de la gym, c'est parce qu'elle est petite qu'elle est bonne en gym. D'accord ? C'est dans ce sens-là que ça passe. Parce qu'à ce moment-là, tu peux mettre les discussions dans le sens. C'est alors si je veux que mon enfant soit grand, je vais lui faire du basket. Tu peux faire du basket à ton enfant, c'est pas ça qui va le faire grandir. Donc c'est marrant comme dans un sens, tu vois, les gens te disent tout de suite si je fais des efforts musculaires et tout, je vais être petit. Mais dans l'autre sens, ils te disent non, c'est évident que si je fais du basket, je vais pas être grand. C'est pareil dans l'autre sens. Donc la seule différence qu'il va y avoir avec des petits, c'est que un petit, en fait, il est capable déjà d'avoir une grande amplitude de mouvement, une grande mobilité, d'accord, de base. Donc du coup, souvent, sa mobilité est telle qu'il n'a pas forcément un bon contrôle moteur dans toute l'amplitude du mouvement. Donc tu vas t'assurer, lorsque tu vas travailler avec de la charge additionnelle, déjà d'avoir suffisamment de contrôle sur des mouvements de base à poids de corps. Passer 6, 8, 9 ans, okay, tu vas pouvoir sans problème mettre de la charge additionnelle. Tu peux aussi en faire un peu avant. Moi, j'ai mon petit qui a 2 ans et demi, je lui fais soulever des choses. Et de lui-même, il va soulever des choses. D'accord ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peur quand on parle de soulever des objets, parce qu'en fait, on a peur d'un objet qui ressemble à une haltère et qui est soulevé, sauf que toi, dans la vie de tous les jours, tu soulèves des cartons, tu soulèves des tables. C'est pas différent, tu vois ce que je veux dire ? Tu déménages, donc c'est pas différent au final. Mais pour en revenir à l'enfant, effectivement, qu'on va s'assurer qu'il y ait un minimum de contrôle moteur, un minimum de technique, mais finalement, c'est la même chose que ce qu'on a vu avec un débutant ou avec un public âgé. Et on va venir progressivement surcharger, toujours pareil, le mouvement. Donc, on peut carrément faire de la musculation dès 6-8 ans, d'accord ? Sans problème. C'est juste qu'il va falloir faire preuve de bon sens, d'accord ? Va falloir peut-être aussi privilégier plutôt des répétitions un petit peu plus longues chez lui pour pouvoir justement construire un bon schéma moteur avant d'ajouter de la charge et de faire des répétitions courtes. Et pour terminer, peut-être parler alimentation et musculation, est-ce que on est obligé d'adapter son alimentation dès lors qu'on veut augmenter sa force et ou sa masse musculaire ? Et si oui, comment ? Alors aujourd'hui, moi je pense qu'une alimentation qui vient soutenir ton travail en musculation, de toute façon, devrait être faite par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde devrait manger suffisamment de protéines, tout le monde devrait manger suffisamment de glucides et de manière suffisamment équilibrée. Je parle des protéines parce que c'est quelque chose dont on a peur. Souvent on dit attention, si on mange trop de protéines, on a tous vu nos médecins qui nous disent qu'on allait avoir les reins qui vont pas bien. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, lorsqu'ils font de la musculation, ils n'ont pas du tout besoin de compléments alimentaires. D'accord ? Ils peuvent carrément retirer la plupart de leurs besoins dans l'alimentation naturellement. D'accord ? Par contre, il va falloir effectivement à un moment donné, comme tu détruis du muscle, tu détruis finalement des protéines, il va falloir que tu aies un apport en protéines. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'un apport en protéines plus important que ce que tu avais avant va de lui-même augmenter la synthèse des protéines. C'est-à-dire que juste augmenter ses protéines ou son apport en protéines va stimuler le développement de la masse musculaire sans avoir de poussée, de tirage. Tu peux manger plus de protéines donc, sans t'entraîner et ça va te faire construire du muscle. Par contre, c'est capé. C'est-à-dire que oui, ça va augmenter la synthèse des protéines, mais jusqu'à un certain point. Donc du coup, il faut utiliser la synergie du fait de manger davantage de protéines pour cette synthèse des protéines naturelles qui va avoir lieu, cumuler
au fait de détruire des protéines, en tout cas de stimuler la dégradation des protéines pour la construction des protéines. Et le cumul des deux, finalement, va me permettre d'avoir le résultat que je veux. Okay. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je pense que dans la population dans laquelle on est, je ne sais pas si tu es d'avis avec moi, c'est que, et indépendamment, attention, moi, je n'ai pas parlé de protéines animales, végétales, c'est très important d'avoir les protéines, qu'elles soient végétales ou animales, indépendamment du type de régime que tu suis. Et par exemple, que je sois vegan, que je sois végétarien, que je sois omnivore, il faut absolument avoir un apport en protéines suffisant. Et aujourd'hui, l'apport en protéines, il est assez insuffisant dans notre population actuelle. C'est pas ce que je lis moi. Okay. Notamment avec le professeur Mariotti, on avait pas mal discuté. Et en fait, lui te dit que dans une population industrielle, enfin dans un pays industrialisé, l'apport en protéines est bien, enfin même sans trop te prendre la tête, mais c'est pas forcément adapté à des personnes qui font un entraînement, tu vois, et qui ont vraiment besoin de... Ouais, après ça se discute parce qu'en fait, tu as tellement de data. Après, bon, c'est un spécialiste, hein, mais tu as tellement de data dans le sens où le problème en fait sur l'apport en protéines, c'est que c'est en fait l'apport en protéines qui a été donné par l'OMS. En fait, il a été donné pour... 1 gramme par kilo ou 0,8 ouais, 0,8 à 1,2 grammes par kilo. En fait, il a été donné pour soutenir la santé. C'est ça, mais pas forcément une activité physique. Voilà, mais du coup, c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, tu es au minima de la santé. Et moi, je t'ai dit tout à l'heure, je veux pas être au minima de la santé parce que moi, je veux capitaliser. Donc, je préfère être un petit peu au-dessus, quitte à perdre. Donc effectivement, toutes ces données-là, elles ont du sens sur du minima, mais nous, on ne veut pas être au minima. Donc je pense que 0,8, 1,2, en vrai, c'est un peu light. Ok. Et même pas pour une personne, je te dis même pas pour une personne qui ferait de... Là, je parle même pour une personne sédentaire. Okay. Ouais. Je pense que la plupart des gens bénéficieraient d'avoir un apport en protéines un peu plus élevé, de base. D'autant plus encore si jamais tu fais des sports de force ou des sports de musculation. C'est vrai que cette histoire de protéines, elle est intéressante, y a de la controverse. Après, je pense qu'aussi, 9 milliards d'êtres humains sur Terre, manger 2 grammes de protéines par jour, c'est aussi un peu compliqué, tu vois. Et il y a aussi eu des théories sur est-ce qu'on est fait pour ressembler tous à des corps de crossfitters ou pas, tu vois, en termes aussi de planétaire. Je pense qu'il y a beaucoup de contextes. Donc là, on essaie de répondre aussi avec... on est biaisé aussi par nos activités. On est biaisé par ce qu'on aime aussi et autres. Et je pense qu'il faut deux choses. Il faut avoir une vision effectivement à l'échelle individuelle, il faut avoir une vision à l'échelle globale. Okay, et là, moi je dirais à l'échelle individuelle, je pense qu'effectivement, pour soi, peut-être que le niveau de protéines qu'on va venir ingérer est un petit peu trop en dessous par rapport aux normes de l'OMS. Après, il faut peut-être comprendre aussi d'où viennent aussi ces normes autres que les normes de santé. Et peut-être qu'à l'échelle peut-être plus globale, mondialiste, on va dire, ça peut être compliqué aussi. Après, il faut savoir que de toute façon, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a des tribus qui arrivent très bien à vivre avec peu, voire pas de protéines, et que le corps, à un moment donné, il s'adapte. C'est une machine assez incroyable d'adaptation. D'accord ? Donc, il va de toute façon s'adapter. Là, ce que nous, on cherchait, c'était juste qu'est-ce qui est le plus optimal. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ce qui est le plus optimal à l'adaptation. De toute façon, à partir du moment où vous allez commencer à faire de la musculation ou des sports de force, il va falloir de toute manière augmenter un petit peu son apport en protéines par rapport à avant. Ok ? Et de toute façon, j'ai plus faim. Il va mieux falloir augmenter son apport en protéines que les autres types d'apports. On va aussi augmenter son apport en glucides parce que les glucides sont très importants pour avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir faire nos activités. Et après, effectivement, c'est pour ça que c'est très compliqué et j'aime pas forcément donner des conseils alimentaires parce qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être biaisées par les conseils alimentaires qui sont déjà ses croyances, les affinités à tel ou tel type de régime. Mais pour donner des grandes lignes, augmentez légèrement votre apport en protéines à partir du moment où vous commencez. S'il était déjà bas, augmentez-le un petit peu plus. S'il était élevé, faites que 10 ou 12% d'augmentation, d'accord ? Et après, dans l'idée, c'est au fur et à mesure, répétez, entraînez-vous, faites de la musculation et après adaptez s'il y a besoin, explorer. Je pense que l'alimentation, s'il faut explorer avec l'alimentation différente. Moi, j'ai eu des phases où j'étais vegan, des phases où j'ai été paléo et cette exploration, je trouve qu'elle est intéressante peut-être parce qu'on est tous différents et on a tous des systèmes ou des types d'alimentation vers lesquels on a plus de résultats que d'autres. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai été végétarienne 100%. Maintenant, je remange du poisson quand même assez régulièrement. Déjà parce que j'étais en carence d'oméga 3. Donc, sardines maquereaux, je n'en mangeais absolument jamais. Même dans mon enfance, j'en ai jamais trop mangé. C'était pas dans ma culture familiale d'en manger. Donc, j'en remange 2 à 3 fois par semaine. Donc, ça, c'est quand même déjà une énorme modification de l'alimentation. Mais j'en ressens énormément de bienfaits. Articulaires, vraiment, moins de douleur. J'ai eu aussi une supplémentation, mais... Voilà, clairement, je prends très peu de compléments alimentaires à part magnésium, vitamine D et oméga 3. Ce que tu viens de dire, c'est les basiques. C'est les basiques qui sont intéressants.
parce qu'effectivement, on sait aujourd'hui que il y a un peu de carence de ce type d'éléments-là dans notre alimentation d'aujourd'hui avec l'industrialisation, l'augmentation de l'industrialisation. Mais l'idée, c'est effectivement, l'alimentation, c'est un peu simple, c'est manger des produits le moins transformés possible et de la meilleure qualité possible. Parce que ça aussi le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui mangent pas transformés, mais la qualité, elle est pas top non plus. Donc je pense qu'il faut vraiment les deux. Comme quoi, par exemple, qualité pas top, genre que des pommes de terre. Ou que du supermarché. Et des tomates en mois de février. Au mois de février, à des moments de l'année où c'est pas propice. En tout cas, je pense que la variété au niveau des fruits et des légumes doit se faire en fonction des saisons. C'est pas pour rien que c'est fait comme ça. La nature, elle est quand même plutôt bien faite. C'est assez bien. Et après, je pense que pour ceux, en l'occurrence, moi j'en fais partie, qui aiment bien la viande, ou qui aiment bien les produits animaux, même le poisson, je pense que vaut mieux en manger moins, mais d'une très très bonne qualité. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Oui, tout à fait. Et donc, finalement, le complément alimentaire, musculation, c'est quoi ? C'est protéines, où tu prends quoi ? Whey, collagène ? Moi, ça dépend. Franchement, j'ai fait, honnêtement, je te donne mon avis personnel et après, je te donne ce que je fais avec mes clients. Moi, je prends rien, je conseille rien. Ouais. Moi, je vais t'expliquer, c'est très simple. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des années d'entraînement musculation sans prendre aucun complément alimentaire. Et j'en ai fait en prenant des compléments alimentaires. Je te dirais ma vision entre les deux. Il y a des compléments alimentaires qui sont très efficaces, d'autres où c'est vraiment que du marketing. Par contre, c'est aujourd'hui, ok, je vais prendre de la whey. Moi, je vais quand même privilégier mes clients, ok, dans un premier temps, à augmenter leur apport en protéines d'un point de vue 100% naturel, c'est-à-dire aliments consommables. Pas que la protéine whey soit pas naturelle, mais c'est transformable, on parlait du transformable. Par contre, si à un moment donné, je vois que la personne n'y arrive pas du tout, ok, ça peut être un outil, et je dis bien un outil, ok, qui peut être intéressant. Encore là, une fois, aller chercher des whey les moins transformés possibles, les plus naturels possibles, pas trop de sucre. Souvent, elles sont pas très bonnes en plus. Quand elles sont pas très bonnes, c'est un bon signe en général au niveau du goût. Quand elles sont très très bonnes, c'est pas un bon signe au niveau du goût. Du coup, ça c'est vers lesquels je me tournerai. Et après, pourquoi de temps en temps j'utilise la cartouche ou l'outil complément alimentaire ? C'est qu'en fait, même pour moi-même, souvent en fait, quand tu prends un petit peu de complément alimentaire, ça te met dans un mode un peu discipliné. D'accord ? Donc, parce ça que tu as donne... payé, du coup, tu te dis, je vais pas faire n'importe quoi. Tu fais plus attention. Ouais, tu fais plus attention. D'accord ? Donc c'est plus en fait, de temps en temps, en gardant des minima, hein. Je ne pense pas qu'il faut prendre tous les compléments alimentaires du monde, loin de là, mais en gardant 2-3 trucs, comme tu disais, les oméga 3, des vitamines D, un petit peu de whey, etc. Et ben, ça te met dans un mood, ok, là, je vais être un petit peu plus discipliné sur ma diète, sur mes entraînements, et donc il y a un effet un peu placebo, si je puis dire, ou en tout cas un effet motivationnel, voilà, c'est ça, qui est non négligeable. Ok, hyper intéressant. Et peut-être parler du sommeil aussi, finalement, parce que... Pour moi, le complément alimentaire numéro 1, c'est le sommeil. Je pense que c'est sous-coté. On parlait de sommeil, on parlait d'exposition aussi au soleil, justement, pour la synthèse de certaines vitamines, notamment. Et je pense que ces deux choses-là sont à ta portée, à la portée de tout le monde. Okay, on est tous capables de s'exposer au soleil au début de la journée, en fin de journée. D'ailleurs, les moments où il faut s'exposer, c'est pour ce qu'on appelle les golden hours. Donc, début de journée, fin de journée, c'est les moments propices à la fois pour avoir suffisamment de soleil et notamment aussi pour stimuler le cycle circadien et optimiser l'endormissement. L'optimisation de l'endormissement se fait justement avec de l'exposition en début de journée et en fin de journée. D'accord ? Donc le mélange des deux va nous permettre d'avoir un sommeil qui est beaucoup plus qualitatif, qui est beaucoup plus réparateur. Et ça, pour moi, sur la synthèse des protéines et notamment le développement de la masse musculaire et aussi tout simplement le fait d'améliorer ta performance et ta santé au quotidien, c'est pour moi un des outils vraiment les plus importants. Et donc toi, alors Thomas, comment est-ce que tu te vois dans 30-40 ans ? Énorme et sec, non je rigole. Énorme et sec, à faire des tractions à 75 ans. Ouais, moi j'ai des standards, c'est assez marrant parce qu'en fait depuis que j'ai 20 ans, et c'est un peu un problème ça, c'est que moi j'ai hâte d'être vieux. Moi aussi. Parce que j'ai hâte d'être un fit papy. On s'entend bien. Tu vois, j'ai vraiment hâte d'être un fit papy, c'est con mais c'est un peu débile. Je trouve ça trop stylé. Et donc du coup j'ai des standards que j'ai établis quand j'avais 20 ans pour quand je serai vieux. Et il y a quelques temps, je me suis un peu éloigné de la musculation. J'ai jamais arrêté la musculation, mais j'en faisais beaucoup moins parce que je me suis davantage mis sur des activités de type endurance. Okay, et comme j'avais un tellement gros capital, si tu veux, en renforcement musculaire, en musculation et autres, j'ai pu me permettre de délaisser ça. Par contre, en aucun cas, je n'invite les gens à délaisser. Il faut toujours le garder en parallèle toute votre vie. Et là, je me remets davantage à la musculation parce que j'ai passé ce cap-là. Et je me mets à la musculation avec ces standards que j'ai en tête de fit papy. C'est-à-dire être capable de soulever 2 fois mon poids de corps minimum en soulevé de terre, être capable de soulever 1 fois et demi à 1,8 fois mon poids de corps en squat. D'accord ? 80 ans. Ouais, 80 ans. Ouais. Être capable de faire un backflip, toujours, un salto arrière.
être capable à 80 ans, faire 3 muscle-up, d'accord, faire des tractions lestées à la moitié de mon poids de corps. Donc ça, c'est des standards que j'ai pour moi à 80 ans. Et je pense que c'est important d'avoir des standards pour soi. Okay, ça peut être par rapport à vous-même, votre propre vision. Mais je pense que ça me permet aussi, tu sais, nous on est entrepreneurs, Lucille, mais quand tu as un cap et une vision, tu arrives à la manifester. Et tu arrives surtout à y arriver de façon beaucoup plus concrète. C'est comme si tu avais un objectif, tu vois. Des fois, je dis aux gens de s'entraîner, de faire des compétitions. Je pense que tu dis ça aussi. Des fois, c'est juste tout le temps, tu vois. Parce qu'en fait, on s'en fout de la compétition. Mais en fait, la compétition, c'est juste une date, une échéance que tu as qui va tout simplement, en fait, t'imposer de la discipline et te donner une petite carotte pour, au quotidien, faire des efforts parce que, j'ai ça qui arrive au bout. Sauf que constamment dans ta vie, il faut des échéances. Et moi, je me suis dit, plutôt que d'avoir, j'en ai des échéances de compétition, mais plutôt que d'avoir des petites échéances comme ça, c'est pas grave. Moi, ma grosse échéance, c'est Fit Papy avec ces standards-là. Ouais, moi aussi. Moi, c'est Fast Mamie. Fast Mamie, non, mais c'est génial. Non, mais c'est top, en vrai. Ouais. C'est top. C'est super important. J'ai 3 km par heure et 10 km en moins d'une heure à 80 ans. À 80 ans c'est génial. Ouais. Et tu vas y arriver. En fait, là, j'y arrive, mais je veux garder ces capacités, en fait. Je refuse de diminuer en capacité. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai trop vu, en fait, dans ma famille, mon entourage, ça porte pas bonheur. Et aussi, tu vois, ce qu'on oublie souvent, en fait, on se dit, il faut être fort. Là, on a parlé, il faut être fort pour soi, pour vieillir, machin et tout. Mais il faut être fort pour les autres aussi. Il faut être fort pour tes enfants, il faut être fort pour la famille. Ça, pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, ma source de motivation, finalement, au quotidien pour être fort, alors je t'ai dit, Fit Papy, c'est du long terme, mais au quotidien, c'est mon fils. En fait, moi, j'ai envie d'être fort pour mon fils, en fait, pour lui montrer l'exemple et pour pouvoir aussi être là s'il y a besoin. Complètement, je suis d'accord. Et c'est vrai que ça, avoir un cap très long terme, même si ça paraît très loin, c'est une forte valeur de vie qui te pousse à faire des bons choix au quotidien, en fait. C'est-à-dire que, voilà, si je bois ce verre d'alcool supplémentaire, est-ce que je vais être la fast mamie que je veux être à 80 ans ? Peut-être pas. Parce que je ne vais pas pouvoir m'entraîner demain, parce que je vais être claquée. Et voilà, ça m'éloigne. Donc finalement, je pense que c'est aussi une sorte de filtre qui te permet de filtrer les propositions et les choix que tu as à faire dans ta vie. Je pense que c'est à la fois ton encre, parce que ça t'ancre dans le quotidien et dans les choix que tu fais au quotidien. Et c'est à la fois ton compas, parce que ça te permet de voir où est-ce que tu vas aller dans ton voyage vers la fin de notre vie, parce qu'on va y arriver tous. En gros, pour toi, c'est quoi 3 entraînements de muscu par semaine, voire le plus? Minimum que je... Alors, 3... Non, parce que... Pas forcément 3. Je pense que 3 entraînements, oui. Mais je pense qu'avec 2 entraînements par semaine et une autre activité annexe, on peut largement s'en sortir. Ça, c'est ton minimum. Ouais, c'est le minimum. 2 entraînements orientés plutôt muscu. Et combien de temps, du coup, ces entraînements ? 45 minutes à 60 minutes. Ok. Et tout muscle, où on fait d'abord une séance que jambes, une séance que haut du corps ? Moi, je pense que, en vrai, quand tu fais 2 fois, soit tu fais 2 full body, d'accord ? Parce que le plus tu vas stimuler, le mieux c'est, d'accord ? Par contre, tu peux aussi faire un haut du corps, bas du corps, d'accord ? Une heure de haut du corps, c'est long, quoi. C'est un peu long, après tu peux faire un petit rappel. C'est vrai que le fait de faire haut du corps, bas du corps, souvent on parle, mais à ce moment-là, il y a un petit déséquilibre parce qu'il y a quand même plus de muscles dans ta chaîne en bas qu'en haut. Donc oui, à ce moment-là, tu fais 45 minutes avec un quart d'heure où tu rajoutes un peu de jambes et dans l'autre séance, tu fais full bas du corps et corps aussi, abdos, etc. Ok. Merci beaucoup Thomas pour tes éclairages. C'était hyper intéressant et donc on se retrouve à 80 ans. Donc moi c'est quoi ? C'est en 2061. C'est en 2061 ? Ouais. Ok. En 2061, j'organise le 10 km en moins d'une heure des 80 ans. J'aurai 3 ans de moins que toi. Voilà, donc tu viendras à côté de moi. Voilà, exactement. Okay, je viendrai à côté de toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce que vous allez vous mettre à la musculation ? J'avoue qu'en écoutant Thomas, j'ai été rassurée et je me suis même dit qu'il fallait vraiment que j'aille encore plus loin dans la musculation et notamment dans des séances de réelle force, la vraie force, celle qui augmente concrètement notre possibilité de nous soulever et de soulever des charges. Forcément, ça demande de prendre conseil et de prendre un coach sportif, mais finalement, l'investissement vaut vraiment le coup. Si vous avez aimé cet épisode, envoyez-nous des étoiles, mettez-nous des bonnes notes, des bons commentaires. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos remarques, idées, suggestions concernant ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un débrief Force et Muscles avec David. Salut!